Bonjour à toutes et à tous. Une brique, et oui, une brique, on en voit beaucoup sur les maisons dans notre région. Savez-vous comment elle est faite? C'est justement tout l'intérêt de ma visite ici à la briqueterie de Wulf. Je suis ici à Allonne, au plein cœur de cette briqueterie, centenaire. Hein. Vous voyez cette cheminée? Et bien là aussi, elle date de plus de 100 ans. On va découvrir comment cette brique est faite, l'histoire aussi de cette briqueterie. Vous allez voir, c'est une histoire familiale incroyable. Et puis on va découvrir un peu l'envers du décor. Allez, vous êtes prêts? Je vous emmène. Christophe de Wulf, vous êtes co-gérant de cette briqueterie de Wulf. Alors on est ici devant le four, on le découvrira dans quelques instants, mais expliquez-nous déjà, c'est une briqueterie qui est centenaire. Hein. Depuis combien de temps finalement elle existe? Elle existe depuis 4 générations, depuis notre arrière-grand-père. En fait, les premières traces de la briqueterie remontent à 1883 et notre arrière-grand-père a réuni ces petites unités en une seule en 1912. 1912. Et oui, 1912, avant la Première Guerre mondiale. Et depuis, on est toujours là. Depuis, vous êtes toujours là. Alors, ça se transmet, il y a une histoire de transmission, bien évidemment. Ça veut dire que vous, votre père vous a transmis, évidemment, ce savoir-faire. Alors, effectivement, le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. Nous, venant de notre père, mais on a aussi côtoyé notre grand-père. Mais c'est vraiment notre père qui nous a transmis ce savoir-faire, qui lui-même l'a acquis au moyen de son père. On va découvrir ce savoir-faire dans un instant avec votre frère, avec Vincent qui travaille avec vous. Juste, dites-nous globalement, en termes de chiffres, combien de produits sortent d'ici chaque année? Alors, on défourne en moyenne 100 000 briques par mois. On travaille une activité, on va dire, sur 10 mois, en enlevant la période de maintenance et la période de vacances. Donc, on est à peu près sur 1 million de briques. 1 million d'unités de produits. 1 million d'unités de produits. Alors, c'est pas que des briques. Non, c'est pas que des briques. Il y a forcément une activité terre cuite. Oui. Donc, ça, issu du four Hoffmann, mais il y a tout aussi une activité terre crue. Notre richesse, elle est bien dans la matière première et dans sa qualité, dans sa diversité, ce qui nous permet d'avoir vraiment ces deux créneaux d'activité, terre cuite et terre crue. Terre cuite, terre crue. Et donc, les briques, c'est combien de pourcentage sur tous les produits qui sortent? Alors, la brique basique que faisait notre arrière-grand-père, aujourd'hui, elle représente 30 à 40%. 30 à 40%. Voilà, aujourd'hui, on a développé l'activité. Depuis tant d'années, développé l'activité. Ouais. Eh ben, écoutez, merci Christophe, on se retrouvera un peu plus tard. Je vais aller voir Vincent, il va m'expliquer justement comment on mixe finalement tout ça pour faire de jolies briques, de jolis produits. J'y vais tout de suite. Merci Christophe. De rien. Eh ben, j'ai rejoint Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le frère de Christophe. Il m'a bien tout expliqué sur l'histoire de la briqueterie. Vous êtes co-gérant avec lui. Là, on est dans un lieu un peu stratégique puisqu'on le voit juste derrière nous. C'est là où vous stockez finalement l'argile qui va être utilisée aux produits que vous allez confectionner. C'est quoi comme argile? Dites-nous tout. Exactement. Ici, on est dans le bâtiment au stockage de terre. Donc, on a 3 sortes d'argile. Là, par exemple, pour le produit qu'on va faire, on utilise 3 sortes de terre. Dans ces 3 sortes d'argile, il y a une argile verte, il y a une argile barémienne et une argile ocre. C'est un limon argileux où ces 3 argiles ont une spécificité. La première, c'est la résistance du produit. La deuxième, c'est la couleur. Et la troisième, c'est l'esthétique. Donc, en fonction du produit, on fait des mélanges. C'est des mix qu'on fait en fait finalement. Quand je parlais des argiles, vous voyez, ça c'est l'argile verte. Alors je dis toujours pour les dames, par exemple, que l'argile verte, c'est celle qu'on fait les masques. C'est très bon pour la peau, l'argile verte. C'est exactement celle-là. Donc ça, c'est un mix d'argile verte avec du coup. Alors c'est vrai que celle-ci est très très plastique, très molle. C'est des arbres. Comme on est dans une région un peu humide, c'est pour ça qu'on stocke nos argiles justement pour avoir une homogénéité à peu près constante. Vous les stockez combien de temps ces argiles avant de pouvoir les... Alors quand on les extrait, avant de les utiliser, on attend à peu près 1 an. 1 an pour pouvoir les utiliser. Et après, on rentre dans notre bâtiment en fonction des besoins qu'on a. Donc ces argiles, on les mixe pour en faire. Alors ça, c'est une autre sorte. Ça, c'est la barémienne. Vous voyez, c'est avec ça, par exemple, qu'on fait de la tomate ou quand on a des vénages, on a les différences de couleurs. Elles se font naturellement grâce à cette argile-là. La couleur ne dit pas forcément qu'au produit fini, ça va être la même couleur. C'est-à-dire que l'argile verte ne va pas forcément sortir. Alors, l'argile verte, par exemple, pour rentrer dans les petits détails, on ne l'utilisera jamais complètement. Elle est là, c'est elle qui donne la résistance. D'accord. Donc chaque argile a finalement ses caractéristiques. Moi je suis bien intéressée pour aller voir quand même Vincent comment ça se passe. Vous m'emmenez? Je vous emmène, on y va tout de suite. Allez, on y va.
Alors Vincent, là on pénètre ici dans la salle de production, c'est ça? C'est ici que tous les produits sont fabriqués? Exactement, oui, oui. C'est là où la terre va se transformer en pâte à modeler et pour avoir un produit final, soit en carrelage, soit en brique, voilà. Donc dans cette machine, il y a la transformation de l'état brut à l'état pâte à modeler. Donc on met un peu d'eau du coup pour on que ça met un peu d'eau, on pétrit les argiles, on les travaille et au final après on extrude pour avoir justement un pain de terre qui fait que on aura tous les produits qu'on veut. Mais elle date de quand cette machine? Elle est incroyable. C'est une machine qui date de l'après-guerre. On a encore des machines, par exemple le moteur qu'on a en dessous, il date de 1948, pardon. Incroyable. Et donc vous arrivez encore à la réparer? C'est encore réparable parce que c'est vrai qu'une machine comme ça, c'est des machines robustes, c'est des machines robustes et c'est de la mécanique. Donc on a encore du savoir-faire. Du coup, alors là, c'est le produit du coup fini. Alors là, on fait de la plaquette de parement, voilà. Vous voyez, quand je vous parlais de pain de terre, c'est le pain de terre qui avance. Et là, vous avez le fil à couper le beurre qui vient découper et qui va nous faire la plaquette de parement. Donc ça, c'est une plaquette de parement qui est crue. Quand je vous disais pâte à modeler, oui, là, on est vraiment sur de la... Ouais, bien sûr. C'est vraiment mou. Éviter de faire des traces de doigts, d'ailleurs. Ça se reforme, on peut le retravailler sans problème. C'est ce qu'on appelle du produit moulé main. Ouais, bien sûr. Et après, donc c'est posé sur la clé de séchage que vous avez là. Oui. Et une fois que c'est posé, quand la clé elle est pleine, le cariste va emmener directement dans les cellules de séchoir. Alors les cellules de séchoir, c'est ces grandes pièces qu'on a ici. Alors là, à moitié ouvert. Celle-là, la moitié ouverte. Là, celle-là, elle est ouverte. Ah d'accord. Et on devine, oui, au loin, en effet, les briques. Combien de temps ça reste dans le séchoir? Dans une cellule comme ça, on met à peu près 8 jours de séchage. Là, elle vient de sortir, ça a été séché, ça? Ça a été séché, oui, tout à fait. C'est chaud un petit peu, vous voyez. Oui. Bon, on n'a pas des grosses températures. Dans une cellule comme ça, on monte à maximum 30-35 degrés. Vous faites un métier passionnant, Vincent. Vraiment, je vous entends parler, on est dedans, on vous écoute, on prend tous vos mots. Moi, je suis intéressée quand même pour aller voir ce fameux four, le fameux four Hoffmann. On vous m'en parlait depuis tout à l'heure. Vous m'emmenez voir le four? Je vous emmène sans problème. Allez, on y va. Alors Vincent, ici on est à côté du four, ça s'appelle un four Hoffmann, c'est ça? Exactement, oui. Alors quel est le principe? C'est ça le four, c'est tout ça en fait? C'est tout ça, la particularité de ce four Hoffmann, c'est le feu qui se déplace à l'intérieur des produits. Les produits sont déposés à la main et après le feu se déplace grâce à notre cheminée, où notre grande cheminée, c'est une grande colonne d'air et le feu quand il avance, enfin quand il y a du vent qui passe en haut de notre cheminée, le feu avance et il faut raisonner feu, chaleur et pas feu-flamme. Oui, c'est pas des flammes finalement. C'est pas des flammes, c'est une chaleur qui se déplace, qui fait rougir la braise. La braise, c'est la brique. Et par-dessus, on fait tomber le combustible. Nous, aujourd'hui, le combustible, c'est du granulé de bois. Et l'avantage de ce granulé de bois, c'est que par rapport à ce four-là, ça nous donne encore plus des couleurs anciennes, puisque l'essence de bois fait qu'on peut avoir des couleurs vertes, des couleurs marron. Et ça, c'est très important pour la restauration. Combien de temps une brique reste dans le four? Alors la brique, on la rentre dans le four, on va la ressortir entre 6 et 7 semaines après. Mais c'est pas le temps de la cuisson, c'est le temps de la rotation des personnes qui travaillent à l'intérieur et le feu qui avance. À son plein feu, je vais imaginer qu'il avance comme ça exactement, sur un quand ovale. On voit la main, on appelle ça un vélodrome, ça va avancer et il va tourner comme ça. Et en fin de compte, toutes ces portes, c'est ni plus ni moins pour pouvoir, on va rentrer dans le four, et c'est ni plus ni moins pour pouvoir avancer en même temps qu'on travaille. Écoutez, c'est impressionnant. Je vois qu'il y a Rénal qui est pas loin, je vais aller l'embêter un petit peu, Rénal, parce qu'il est en train de travailler. Je crois qu'il est en train de refermer d'ailleurs cette porte. Bonjour Rénal, comment ça va? Ça va bien, et vous? Alors vous êtes là depuis un moment, vous avez tout connu ici à la briqueterie? Oui, tout connu, c'est un bien grand mot, mais oui, pas mal quand même. 32 ans que vous êtes ici, hein? Oui. Alors là, vous êtes en train de faire quoi? Expliquez-nous, Rénal. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un cloisonnement de porte, c'est-à-dire que l'enfourneur est passé, ses produits sont juste derrière ce porte que j'ai enduit. Donc je fais ma deuxième porte de fermeture qui va être cloisonnée pareil, avec un enduit dessus et fini avec un papier Scraft en isolation. Ça veut dire que le feu est pas loin là en fait, c'est ça? Le feu, il est exactement, à l'heure actuelle, il est à peine 10 mètres au-dessus derrière. Donc après il va arriver ici, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit absolument calfeutré. Voilà. Pourquoi vous aimez ce métier? Ah, bonne question. C'est-à-dire que c'est un métier où il y a toujours une variante si vous voulez. Ça sort un peu de l'ordinaire et on fait un peu de tout ici, quoi. Merci beaucoup Rénal, bonne continuation à vous. C'est vrai que c'est un savoir-faire assez impressionnant. Merci beaucoup Vincent de m'avoir expliqué tout ça. Moi j'ai une question qui me reste en suspens, c'est où est-ce qu'elles arrivent, où est-ce qu'elles vont après ces briques-là. Donc je vais rejoindre votre frère Christophe. Mais en tout cas je vous remercie pour cette belle découverte. Pas de problème.
Alors Christophe, dites-moi, ces briques finalement, où est-ce qu'elles vont? Les particuliers viennent vous les chercher directement ici? Bien sûr, ce sont nos premiers clients. Les particuliers, ce sont eux qui sont à nos côtés, je dirais, au quotidien. Mais pas seulement, ça va aussi auprès des petits artisans, des petites entreprises, moyennes, plus grandes, quelques revendeurs. Là, on est dans un showroom, ça veut dire qu'on voit finalement toutes les briques, tous les produits que vous faites, puisque vous ne faites pas que des briques. Exactement. C'est plutôt sympa parce qu'on voit que c'est authentique et en même temps, c'est très tendance tout ça finalement. On est intemporel. Là, vous voyez, du sol au plafond, on peut mettre un peu de la terre partout, cuite ou crue. Elle s'adapte parfaitement à notre environnement et c'est aujourd'hui voilà, une force de pouvoir être en pleine phase par rapport à l'environnement. Vous avez des demandes sur des monuments historiques par exemple? Alors tout à fait, on fournit notamment des briques pour de la restauration de monuments historiques. Le château d'Ampierre au sud de la région parisienne, mais aussi à Villers-Cotterêts, où actuellement on fournit beaucoup de briques. Le château de Villers-Cotterêts, Tout à fait, dans l'Aisne. Et on fournit aussi des restaurations notamment plus contemporaines, oui, où on réintègre dans un environnement la brique, notamment l'Institut La Salle à Beauvais, cette école universitaire où on continue à garder l'identité locale en utilisant la terre cuite et la brique. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette découverte parce que vraiment la briqueterie de Wulf, c'est vraiment un savoir-faire incroyable. Donc voilà, on a au moins découvert comment se faisait du coup une brique, tout ça. Et puis je sais que vous organisez souvent des portes ouvertes quand elles sont possibles. Donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter à venir voir. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis voilà, la briqueterie de Wulf, vous savez tout maintenant.